Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, ici Chronologue. Ça fait un moment que j'avais pas posté de vidéo, mais à l'approche du bac, des vacances ainsi que du début de la fac, j'ai pas vraiment eu le temps de poster des vidéos et je m'en excuse. Mais voilà, je me rattrape et aujourd'hui on attaque un nouveau concept où j'analyserai des films ainsi que leurs exactitudes historiques. Et oui, sortez les lances, les casques et les boucliers, car aujourd'hui on s'attaque à un très gros morceau, 300, le film de Zack Snyder sorti en 2006, réalisateur notamment connu pour avoir réalisé l'excellentissime Watchmen. Ce film est un péplum, il prend place dans l'Antiquité et plus précisément en 480 avant notre ère, à la veille du début de la Seconde Guerre médique. D'ailleurs on traitera peut-être un jour des guerres médiques, si j'ai le temps et surtout si j'ai l'envie. Cependant, avant de commencer, je dois situer le contexte, normal. Donc Xerxès, le roi des Perses, entend venger la défaite de son père Darius, qui a perdu la première guerre médique, parce que si c'est la seconde guerre médique, il y en a forcément une avant. Donc son père a perdu la guerre médique à Marathon, comme la course, comme c'est étrange, 10 ans plus tôt. Bon, même si c'était pas un front capital pour l'Empire perse, mais on va pas épiloguer plus longtemps là-dessus. Donc après plusieurs années de préparation, l'armée perse se prépare à traverser le détroit de l'Hellespont. Hérodote, qui est notre principale source de cette guerre à travers son ouvrage Les Histoires, estime le nombre des Perses à 5 millions, alors que des études récentes ont démontré que les Perses étaient environ 300 000. Mais bon, Hérodote c'est un grec, donc les Grecs sont des gens du sud, donc bon, c'est normal qu'il exagère les choses. Donc ça sent un peu le caca pour les Grecs. Sauf que rassembler une armée de cette taille, ça passe pas forcément inaperçu. Donc les Grecs se disent, on va se faire botter le cul, faut faire quelque chose. Donc ils se rassemblent pour former la Ligue panhellénique. Littéralement, panhellénique signifie tous les Grecs. Et ils se réunissent tous sous le commandement de la plus puissante des cités de l'époque, la cité de Sparte. Bon, quand j'ai dit que la Ligue panhellénique rassemblait tous les Grecs, j'ai un peu menti. Le propos est à nuancer, c'est seulement 31 cités qui vont rejoindre la Ligue. Il y a deux cas de figure, soit elles se disent « c'est pas mes oignons, je m'en bats les couilles en fait », ou bien il y a des cités qui rejoignent carrément la Perse, sous la force, ou par consentement. Si vous voulez, c'est un peu la scène quand l'ambassadeur perse va voir Léonidas, lui demandant la soumission ou bien la destruction de Sparte. Bon, à l'époque, c'était pas coutume d'envoyer les ambassadeurs au fond d'un puits, faut pas déconner, c'était des gens civilisés quand même. Rentrons dans le vif du sujet et comparons l'histoire du film 300 avec la vraie histoire. Donc comme nous l'avons vu, et comme vous vous souvenez si vous êtes attentif à la vidéo, les Grecs savaient que ça allait chauffer pour eux tôt ou tard. Donc quand Léonidas part demander l'approbation des efforts, je parlerai de plus tard, vous inquiétez pas, il leur expose le plan de bataille qu'ils comptent suivre. Sauf qu'il me paraît peu probable que des hauts magistrats comme eux ne soient pas au courant de ce plan. Bon, on va mettre ça de côté, on va dire que c'est qu'un détail, que je chipote, voilà, et on va passer directement aux efforts. Cette blague était nulle. Bref, à Sparte, les efforts sont des hauts magistrats élus tous les ans par les citoyens spartiates, et qui sont à peu près au même niveau que les rois de Sparte si on suit l'organisation administrative. Ouais, j'ai bien dit les rois de Sparte, mais encore une fois, j'y reviendrai plus tard. Donc ce sont eux qui dirigent la cité de Sparte lorsque les rois sont absents, et qui veillent à ce que ces derniers respectent la loi de Sparte. Et on peut dire qu'ils ont également un rôle d'ordre judiciaire et policier, en surveillant les habitants, et ce ne sont en aucun cas des prêtres consanguins et dégueulasses dignes de jouer dans 28 jours plus tard comme on peut voir dans le film. Bien que pour moi, l'apparence... Vu que l'œuvre d'origine est une BD, il me semble logique que les personnages soient reconnaissables de par leur apparence. En l'occurrence, dès qu'on voit les efforts, on se dit « Ok, c'est les méchants, donc bon, c'est des vilains pas beaux. » Voilà, je critiquerai pas le visuel des persos, qui est pour moi un choix artistique. D'ailleurs, tant que j'ai la transition avec les prêtres, on va aborder l'aspect religieux. Il est vrai que les Spartiates n'ont envoyé que 300 hoplites à la bataille des Thermopyles. C'est en effet parce qu'ils avaient une fête religieuse importante. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les fêtes religieuses étaient extrêmement importantes dans le monde grec. La religion était au centre de tout. Donc non, c'est pas parce que les efforts étaient corrompus que les Spartiates n'ont envoyé que si peu d'hommes. D'ailleurs, je consacrerai sûrement un épisode à l'importance de la religion chez les Grecs dans l'Antiquité, car c'est honnêtement un sujet passionnant à étudier. Donc, pour en revenir au roi de Sparte, en effet, Sparte possédait deux rois, ce qui en faisait une diarchie. Les familles royales, donc, les Eurypontides et les Agiades, descendèrent, d'après la légende, de jumeaux qui eux-mêmes descendent d'Héraclès. Il est très intéressant de remarquer à quel point les cités avaient besoin de s'identifier en se trouvant une espèce d'origine divine. Enfin bref, là n'est pas le sujet, passons. Le rôle des rois de Sparte est principalement religieux et militaire. Il faut savoir que la loi de Sparte interdit à ces deux rois de partir ensemble en campagne. L'un des deux doit obligatoirement rester à Sparte, et cet aspect est totalement absent du film, si bien que quand Léonidas quitte Sparte, on a l'impression que Sparte est laissée un peu bredouille en mode « bon, qu'est-ce qu'on fait les mecs ?»
D'ailleurs, la sous-intrigue durant laquelle la reine essaye de convaincre l'assemblée spartiate d'entrer en guerre, tout ça, elle se fait violer par le mec. Bon, passons, vous avez vu le film de toute façon. Vous oubliez, parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, les Grecs étaient déjà prêts à rentrer en guerre. Mais c'est juste la présence de fêtes religieuses qui a empêché d'envoyer l'armée spartiate. Donc bon. Puis le réalisateur l'a avoué lui-même, cette intrigue a été rajoutée pour accentuer le seul rôle féminin important du film. Bien, passons à ce qui vous intéresse le plus, j'en suis sûr, la bataille des Thermopyles en elle-même. Parce que là, vous vous dites, ouais, bon, ça va, pour l'instant, il a chipoté sur des détails, c'est pas très important. Soit. Bon, c'est vrai que la bataille s'est vraiment déroulée aux Thermopyles, qu'un homme nommé Éphialtès a en effet indiqué le chemin aux Perses. Cependant, il n'y avait pas que 300 défenseurs de la liberté grecque aux Thermopyles, mais environ 8000. Cependant, ce chiffre est à prendre avec des pincettes, donc faites attention. Mais à présent, je m'apprête à vous faire une révélation qui va bousiller tout le film à vos yeux. Allez, je me lance. L'armée spartiate n'était pas 300, mais elle était au nombre de 1200. Ouais, je sais, ça nique tout, mais dans un sens, vous inquiétez pas, c'est vrai, il n'y avait que 300 hoplites spartiates. Cependant, ils étaient accompagnés chacun d'un ilote, ou un esclave si vous préférez, et d'un périèque, qui est un homme libre, mais dépourvu de droits civiques à Sparte. Bien, maintenant que le titre du film est ruiné, on va pouvoir passer à la bataille en elle-même. Donc dans la bataille historique, Léonidas est bien à la tête du contingent grec qui se rend aux Thermopyles, qui est, comme dans le film, un étroit passage permettant d'annuler l'effet de supériorité numérique des Perses. C'est en soi une très bonne stratégie. Cependant, Léonidas est alerté par les habitants locaux qu'un passage existe et qui permet de contourner l'armée grecque. Il envoie aussi un petit contingent, inexpérimenté cependant, pour garder le passage. Sauf que Xerxès aussi est malin, et il se dit que la région étant montagneuse, il doit bien exister des chemins de bergers. Et donc il envoie ses espions et ces derniers leur amènent l'information comme quoi, en effet, il existe bien un passage permettant de contourner les positions grecques. Léonidas l'apprend alors et il se dit bon, je crois que c'est foutu et si je rentre à Sparte en ayant perdu, je vais me faire incendier, je vais être dégradé, tout ça. Donc il préfère se sacrifier lui et ses 300 hoplites ainsi que d'autres Grecs. Au total, c'est une force de 2000 hommes qui va bloquer la cavalerie perse pour permettre la fuite de l'armée. Et là vous vous dites, ouais bon à part le nombre, il n'y a pas grand chose de changé en fait. Et bah si je vous dis que le sacrifice de Léonidas a quasi été vain, vous me croyez? En effet, le sacrifice de Léonidas et des siens a permis la fuite d'une partie de l'armée. Cependant, ça ne change pas en soi le rapport de force existant entre Perses et Grecs. Les Perses ont certes eu des pertes conséquentes, cependant ils n'ont pas de quoi s'inquiéter étant donné le nombre de soldats qu'il leur reste encore. Ils en ont encore sous le pied les sacripants. Et alors vous vous dites que Léonidas a quand même sauvé la Grèce. Encore une fois, pas vraiment, car après les Thermopyles, l'armée perse ravage la Boétie et brûle Athènes. C'est d'ailleurs cette dernière qui sauve la Grèce, si on veut, à la bataille de Salamine, empêchant le ravitaillement de l'armée perse, qui donc finit par être vaincue à la bataille de Platée, qu'on voit à la fin du film. Cependant, parmi tous ces reproches historiques que je lui ai faits, je dois vous dire que j'adore ce film. Tout simplement car ce film n'a jamais prétendu livrer une version réelle de l'histoire. Mais il fait de cet événement un mythe, ou du moins il réexploite un mythe, en le transformant en une sorte d'épopée complètement épique. Je vais quand même conclure sur un bon point historiquement parlant, car je trouve que le film dépeint assez bien la goguet spartiate, vous savez, la formation des jeunes spartiates pour qu'ils deviennent de bons et grands hoplites. Cependant, il est assez triste que beaucoup de gens ont considéré ce film comme une manière de dévaloriser les Iraniens étant les héritiers des Perses, si on veut, transformant donc un simple délire entre l'auteur et le réalisateur en espèce de combat politique à deux balles, certains ayant même déclaré que le film avait quelque chose de nazifiant, mais enfin, il y a des gens ne sachant pas prendre de recul, que voulez-vous. Enfin bref, c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à partager la vidéo à vos proches. En attendant, je vous dis portez-vous bien, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et surtout, n'oubliez pas... This is Sparta!